Concernant le lait et le fromage des personnes non juives, les sages ont interdit le lait qui est trait par un idolâtre de crainte qu'il ne soit mêlé de lait d'un animal impur. Dans les faits, c'est assez rare que cela puisse se produire pour une seule raison. C'est que le lait provenant d'un animal pur et le lait provenant d'un animal impur, lorsqu'ils sont mélangés, font que le lait tourne et ne se supportent pas l'un l'autre. Ça, on le sait par l'expérience. Pour autant, ça peut quand même arriver, et si ça arrive, ça peut créer évidemment des complications terribles. Pour cela, il faudra évidemment se poser la question de savoir, alors, quels sont les... Est-ce que, dans tous les cas, il faut un lait avec une surveillance de cache-route exactement comme la viande, où on l'exige pour tout morceau de viande, on doit l'exiger aussi pour tout lait, pour tout fromage, ou alors il y a quand même des différences selon les situations. C'est ce qu'on va aborder sur cette nouvelle question. Déjà, le Shulchan Aruch lui-même nous dit que si un juif est présent, quelqu'un qui bosse dans la ferme ou à l'endroit où la traite de la vache se produit, s'il y a un juif qui surveille la traite de la vache, même si celui qui le fait n'est pas juif, eh bien, le lait est complètement cachère. C'est pas, genre, il n'a pas la gale, hein, c'est pas parce qu'il va toucher la vache et qu'il va traire le lait que le lait n'est pas... La seule raison invoquée, c'est le risque de voir quelqu'un qui s'en ficherait complètement des règles de cachère et qui serait peu scrupuleux et qui ferait des mélanges. Mais si il sait qu'il risque de perdre son emploi s'il fait de l'arnaque, parce qu'il y a un juif qui, à un moment donné, est présent pour le surveiller, certains disent dans le Shulchan Aruch, même si le juif il n'est pas en permanence, qui peut entrer et sortir, ça suffit pour que le lait soit considéré comme cachère. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que le juif assiste à la totalité de la traite. Il suffit que le non-juif sache que le juif en question peut venir à tout moment pour vérifier s'il n'introduit pas de lait impur. Et ça, tout ce que je vous dis, c'est marqué noir sur blanc dans le Shulchan Aruch. C'est clair là-dessus. Selon de nombreux auteurs, il n'est même pas nécessaire de surveiller les grandes sociétés de production laitière qui déclarent que le lait qu'elles vendent, il est un lait strict de vache. Pourquoi ? D'abord parce que une société industrielle qui commercialise le lait, elle n'a pas véritablement grand intérêt à mentir et se voir un jour découvert une transgression pareille, parce qu'elle sait que non seulement elle sera en quelque sorte décriée, mais elle sera même tout simplement discréditée et elle va avoir une mauvaise publicité et tout le monde va la... Donc, ne serait-ce que parce que ce sont des sociétés qui sont... Leur principale motivation, c'est l'argent, quoi. C'est le profit. Donc pourquoi voulez-vous que quelqu'un, pour qui ce qui compte le plus c'est l'argent et le profit, se fasse mal avec un client qui, a priori, il a envie que ce soit comme ça. Comme disaient les anciens, le client est roi. Il a envie de ça, que ça peut te faire. Il a envie de la couleur bleu cerise, ou il a envie de tel cache-route, ou tel seul. Moi, pas de problème, ce que vous voulez, c'est vous qui payez, je fais ce que vous voulez. Et la plupart des gens normaux raisonnent comme ça, en vérité. Et donc, quand quelqu'un sait que pour un strict respect de la cache-route du lait, on n'a pas le droit d'y introduire quoi que ce soit, il y aura toujours des gens suspicieux parce qu'ils sont, par leur nature, ils sont comme ça. Ils font confiance en personne, ils sont toujours suspicieux du monde entier. Alors, autant, il ne faut pas être naïf, et c'est légitime d'être suspicieux quand on a affaire à des gens qui sont de mauvaise foi, des gens qui ont trahi, des gens qui sont méchants. Comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui a menti une fois, il peut mentir tout le temps. Donc, à moins qu'il fasse une vraie teshuva devant Bédine, etc., celui-là, on ne lui fait plus confiance. Allez, on le vire et puis on passe à autre chose. Mais si quelqu'un a changé vraiment, alors c'est autre chose. En tout cas, tout cela parce que le lait impur est plus cher et qu'a priori, il n'y aurait pour ces sociétés absolument aucune raison d'en mêler le lait de vache. Quel intérêt, à part le fait de perdre une clientèle, quel intérêt ils auraient à mettre du lait impur qui coûte plus cher dans du lait pur qui coûte moins cher ? Il faudrait vraiment être doublement idiot. D'autre part, parce que la loi civile leur interdit de mêler au lait de vache du lait d'une autre espèce sans qu'elle le déclare.
D'ailleurs, ce que dit le Rav ici, c'est valable aussi bien en Israël dans l'Union européenne. Je sais que les lois de l'Union européenne ne sont pas toujours favorables, de moins en moins d'ailleurs, malheureusement, dans certains cas, à la pratique des mitzvot, mais il y a, en tout cas en France, il y a une vieille tradition concernant l'agroalimentaire. On n'a pas le droit de mélanger du lait, par exemple, de vache avec du lait de truie ou du lait ce que je sais moi, de jument ou j'en sais rien, je sais même pas si elle fait ou du lait de chamelle. Enfin, pour trouver des chamelles en Dordogne, il faut se lever de bonne heure, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc a priori, bon, c'est quand même pas. D'accord. En tout cas, certains décisionnaires, cependant, se montrent rigoureux. Ils estiment que on ne peut s'appuyer que sur la probabilité et qu'il faut, selon eux, qu'un juif ait la fonction de chômeur consistant à surveiller intégralement la laiterie, de début jusqu'à la fin, de manière directe ou par le biais de caméras. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que, voyez-vous, avec les caméras de surveillance, c'est quand même assez facile de vérifier si quelqu'un il fait des coups d'arnaque. Donc il n'y a aucune interdiction de mettre des caméras pour vérifier que la personne soit scrupuleuse. Donc dans ce cas-là, c'est qu'à mettre des caméras partout, c'est tout. Comme ici, il y a des caméras partout. C'est ce que j'ai dit gentiment à ceux qui un jour étaient en train de prendre des photos de la synagogue pour faire un repérage. Et donc je suis descendu à toute vitesse avec l'iPhone et je les ai pris en film. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je dis, mais la même chose que vous. Vous prenez des photos, mais moi aussi. Ils n'étaient pas tranquilles. J'ai dit, mais je vous rassure, vous avez l'air des gens très bien. En plus, il y a 26 caméras qui sont là pour en témoigner. Donc, il n'y a personne qui vous embêtera, vous inquiétez pas. J'étais... Ils ne s'attendaient pas du coup, du tout. Bon, je les ai plus revus, hein, je vous rassure. Continuons maintenant. Donc, les produits laitiers qui sont vendus avec un certificat de cache-route sont fabriqués conformément à l'opinion indulgente qui est celle donc de la majorité des décisionnaires. Et les produits laitiers qui sont vendus sous un certificat de cache-route qu'on appelle dans le milieu orthodoxe la méhadrine, c'est-à-dire plus rigoureux, eh bien, ils tiennent compte de l'opinion rigoureuse, c'est-à-dire de veiller à ce que la surveillance soit réelle et constante du début à la fin de la traite. Nos sages ont également interdit le fromage qui a été produit dans des conditions analogues par des personnes non juives pour ce risque-là et d'autres risques de mélange, notamment les mélanges de présure d'origine animale. Mais si là aussi un juif ou un système de caméra de surveillance a contrôlé le processus de fabrication du fromage, celui-ci est cachère. La règle est la même pour le fromage frais ou le yaourt, etc. Bon, à la Khalema, c'est concrètement aujourd'hui, vous avez un panel de fromages fantastiques, cachères, et qui sont très très bons. Et vous avez les stampilles, tantôt du Beddin, tantôt de tel ou tel autre rabbinat ou certificat de cache-route concurrent. Dès le moment où c'est des gens qui sont sérieux et sur lesquels on peut, on va dire, statuer de leur sérieux et connu, alors il n'y a pas de souci. Mais il existe aussi, en ce qui concerne le Beddin de Paris, en plus des surveillances plus, je dirais, particulière de telle fabrication de fromage, il y a la surveillance de ce qui existe déjà dans le commerce général. Le but étant pas du tout, contrairement à ce que certains esprits chagrins font croire, c'est pas pour avoir une cache-route de moindre valeur, c'est pour avoir une cache-route qui profite au plus grand nombre, c'est très différent. Par exemple, quand on vous dit que les kiris, les carrés de fromage kiri, comment ? Tartare aussi, exact. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais quand ils vous disent qu'ils sont cachers, pourquoi ils vous disent qu'ils sont cachers? Parce qu'ils ont vérifié du début à la fin le procédé de fabrication. Et si le Béni vous dit que c'est cachère, c'est que c'est cachère. Alors il y a des gens, vous savez, qui veulent laver plus blanc que blanc et qui vous disent ah, non, mais c'est pas la même chose, gna gna gna, c'est ça. Celui qui veut consommer gna gna gna, il a le droit. Il n'y a aucun problème. Libre à lui.
Mais par contre, de discréditer ceux qui mangent cachère d'une autre façon, moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour les gens qui discréditent. C'est pas uniquement pour ceux qui font comment dirais tout à l'heure, de la délation. Alors ceux-là, je les aime encore moins. Mais de manière générale, toute personne qui discrédite, la Gemara, elle vous dit que la possèle, bemomo possèle. Que tous ceux qui discréditent, en général, ils discréditent toujours les autres sur le socle de leur propre tard, sur le socle de leur propre manque. C'est une règle. Et pas à l'intérieur des Juifs seulement, même les Juifs et les non-Juifs. Les Juifs, il n'y a pas plus généreux que les Juifs. Et qu'est-ce que les antisémites ont fait croire pendant des siècles? Que les Juifs sont radins. Hein, dans le vieux français, pour dire quelqu'un il est radin, dire oh il est juif. Hein. Je me rappelle quand j'étais gamin, moi à l'école, et comme j'étais déjà un peu révolutionnaire sur les bords, un jour mais vraiment naïvement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ah mais t'es juif, hein. Je dis oui, mais au Hachem que je suis juif. C'est quoi ton problème? Il dit, ouais, non, mais t'es juif, t'es radin. Je dis, radin. Et je me suis éclaté de rire. C'est comme ça que j'ai découvert que, selon certains bons Français de souche, être juif, c'est être radin. Bon, c'était des sous-doués qui ne comprenaient pas plus loin de où il en est. Et j'ai dit, mais je vois que vraiment tu connais mal les juifs. J'ai dit, est-ce que tu sais, espèce de blaireau, que le pourboire, ça a été inventé non seulement par un juif, mais par un rabbin. Le plus vieux document qu'on a, où on parle d'un pourboire, c'est dans le Talmud, c'est l'Abbé Akiva. L'Abbé Akiva, il dit que quand tu payes quelqu'un, ne lui donne jamais le prix qu'il t'a demandé, juste. Ajoute toujours une pièce. C'est marqué noir sur blanc. C'est l'inventeur du pourboire. Les Américains s'appellent tips. Mais les gens, ils savent pas. Et de fait, depuis tout petit, mon père a toujours appris. On a toujours, à côté de la tzedaka, on a une autre boîte avec des pièces de monnaie pour que quand quelqu'un livre, on nous apporte quelque chose, toujours une pièce. Ma vache, aminé. Parce que ça habitue un enfant depuis tout petit à être généreux, à ne pas être radin. Au contraire. Et ça, on a essayé. Que la possède, bémo possède. Et ceux qui nous traitent de radin, il faut voir. J'ai vu des gens multimilliardaires qui sont radins, mais à crever, tellement radins que même leur riz ne vous la donne pas. Tellement ils sont radins. Mais des vrais radins, j'en ai connu. Mais dans la communauté, j'ai pas connu des gens comme ça. La communauté, vous leur demandez sans arrêt, pour n'importe qui, n'importe quoi, des gens qui sont de passage, pour les appels, pour les chivotes, pour les hôpitaux. Et ils donnent, même s'ils donnent peu, parce qu'ils n'ont pas tous de l'argent. Là aussi, contrairement aux fantasmes des antisémites, il y a des juifs qui sont, bon, prochaine très riches, mais puis il y a des juifs qui ne sont pas riches du tout, qui vivent avec un minimum. Mais même ceux-là qui n'ont pas d'argent, ils donnent. Parce que c'est dans leur gène, parce qu'on leur a enseigné ça depuis tout petit. Donc, il faut faire très, 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 très attention quand on étudie le judaïsme, de comprendre à quel point le judaïsme, ce ne sont pas que des règles sèches. Ce sont des règles qui véhiculent aussi un état d'esprit, une manière d'être. Et que là aussi, vous verrez toujours la différence entre un comportement juif authentique et un comportement d'un juif qui est pétri d'idolâtrie. Quand on donne, on ne doit pas être regardant, on donne. Pourquoi? C'est pas parce qu'on jette son argent par les fenêtres, c'est parce qu'on a la foi selon laquelle, quand on donne avec cœur pour une mitzvah, Dieu voit, il nous observe, et il va nous donner le moyen de continuer à être comme ça, et plus, et encore plus. Et plus on donne, et plus on reçoit. Avec le radin, c'est le contraire. Et il prie au bon Dieu de gagner au loto pour donner. C'est pour ça qu'il ne gagnera jamais, ni au loto, ni à quoi que ce soit. C'est un autre esprit. En tout cas, nos sages, pour terminer sur cela, nos sages ont également interdit le fromage qui est produit par des non-juifs qui sont idolâtres. Mais si, encore une fois, le juif a contrôlé le processus de fabrication du fromage, celui-ci est cachère. Et la règle en est la même pour les fromages frais et les yaourts. Alors je précise tout de même, encore une fois,
que tout dépend dans quel pays on vit et tout dépend des poskim sur lesquels on s'appuie. Ceux qui sont particulièrement rigoureux dans l'observance des mitzvot et qui vivent la halakha d'une manière idéale, qu'on pourrait appeler aujourd'hui orthodoxe, tout ça, ce n'est pas des sujets. Systématiquement, nous prenons tous les produits avec la cache-route, que ce soit le tampon du Bédine ou quelque tampon que ce soit, mais qui est sérieux, on le privilégiera toujours aux autres produits. Et celui qui n'est pas dans une situation aisée, parce que il est en dehors de toute grande communauté juive, parce que il est dans un camp de vacances loin de... Alors, il doit savoir quand même, dans ces cas-là extrêmes, pour ne pas crever de faim, qu'est-ce qu'il peut, a posteriori, considérer comme cachère, même s'il n'y a pas le tampon de cache-route. Ben, ça existe, il faut le savoir. On ne peut pas les inventer, ça. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la question. Quand on est en situation idéale, on fait tout de manière idéale. Et si on n'est pas en situation idéale, savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est toléré, qu'est-ce qui est carrément interdit. Il faut le savoir. Ça s'étudie. D'accord ? Et vous avez des listes innombrables. À vous de vous approcher de vos rabbanim. Et de notre point de vue à nous, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer les questions sur WhatsApp. Ok. Maintenant, on va terminer, parce qu'il est déjà... Ouais, on va terminer sur un dernier point, c'est les interdits sévères relatifs au vin des idolâtres, de ce qu'on appelle le Yain Nesser.